Les temps qu'il m'interpelle, ouais, c'est vraiment un thème très sensible, difficile. Dans une société à la fois traditionnelle et religieuse, le concept de la virginité a toujours sa place, qu'on soit au XXIe siècle, qu'on ait fait des études universitaires, les clichés, les quiproquos, les valeurs traditionnelles restent identiques. Par quoi je peux commencer? Bon. Mademoiselle Masuka. Moussouka. Autant pour moi. La virginité, c'est un cadeau. Qu'allez-vous offrir à votre mari, à votre futur époux? Hein? L'expérience? Je crois que cela va pas m'intéresser, personnellement. Mais ce n'est que personnel. Si je prends un exemple très concret, j'ai ces deux bonbons, ok? Je prends celui-là, je le mets dans la bouche. Ça n'a aucun goût, je le jette. Je prends celui-là, il est ouvert, je le mets dans la bouche. Il a un très bon goût, café. C'est la même chose avec la virginité. Si vous perdez votre virginité avant le mariage et que vous passez la nuit de noces avec votre mari, votre premier acte sexuel, c'est ce bonbon, je le jette. Mais si vous préservez votre virginité pour votre nuit de noces, c'est le bonbon au café que vous aurez, pas celui-là. Je vais revenir aussi à mon raisonnement. L'homme est un animal pensant. L'animal et l'homme se différencient par la raison, par la pensée. L'animal, pendant la reproduction, n'a pas conscience de ce qu'est la virginité, de ce qu'est l'abstinence. Alors que l'homme, si. Pourquoi? Parce que l'homme est un être culturel. L'homme est un être cultuel. Culturel parce que le mariage, c'est un acte social, un choix qui découle des êtres humains. De l'homme, avec un grand H, bien sûr. Depuis tout à l'heure, c'est avec un grand H. Okay? Et le terme cultuel veut dire que, au-delà de la culture, il y a des principes et des préceptes religieux que l'homme respecte. Et c'est grâce à ces deux principes, mademoiselle Moussouka, que l'homme reconnaît ces termes que sont l'abstinence pour l'homme avec un petit h et la virginité pour la femme. Voilà. Et maintenant, si je fais une petite parenthèse, imaginons que par le hasard du destin, nos chemins venaient à se croiser. Oh, c'est mon truc. Attendez. Nos chemins venaient à se croiser. Ok? Et que je vous offrais comme gâteau mon cœur. Et que je vous offrais comme cerise sur le gâteau mon abstinence. Vous, allez-vous m'offrir votre virginité? Oui? Non? À toi de me répondre. Enfin, à vous de me répondre. J'adore. Tout d'abord, c'était mon exemple. Abdek, tu me vois? Voilà. Abdek, je voulais te prendre comme exemple. Moi et toi, on est fous amoureux l'un de l'autre. Ça fait 3 ans. C'est un exemple, d'accord? Je veux pas que les autres croient, ok? Donc, non, sérieux. On est ensemble, ça fait 3 ans. Au départ, je pensais pas que ça allait être aussi sérieux que ça. Une fois qu'on est vraiment fous amoureux l'un de l'autre, tu me demandes au mariage. Là, je commence à péter un câble. Je me dis, non, c'est du sérieux. Je meurs tous les jours, chaque seconde, de te dire que je ne suis plus vierge depuis très longtemps. Mais je ne te le dis pas parce que j'ai peur de te perdre. Mais aujourd'hui, je vais faire preuve d'honnêteté. C'est pour ça que je te dis que le mariage, il est basé sur l'honnêteté. Ok? Donc je suis honnête et je te dis aujourd'hui, je ne suis pas vierge. Je n'ai pas pu te le dire dès le départ parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi sérieux. Mais je n'ai pas voulu ne pas être vierge. J'ai juste subi un viol. D'accord? Alors à ce moment-là, est-ce que tu vas me quitter? Tu vas oublier tout l'amour que j'ai pour toi, qu'on était fait l'un pour l'autre et que tu n'avais que Dieu que pour moi? Je ne pense pas. Tu seras en colère. Tu seras fâché parce que tu n'es pas le premier comme tu l'as toujours voulu. Mais tu ne vas jamais me quitter. C'est ça l'amour. Tu as compris? Comme je travaille dans une boîte 26 constructions, aujourd'hui j'ai fait un sondage. À ma manière. Dès que je suis arrivée le matin, je suis la seule dans le chantier. Et c'est vrai, ça c'est pas une histoire inventée. D'accord? Il y a 16 ouvriers, je passe un par un, sans même que l'autre s'en rende compte. Et je lui demande la même question. Alors, est-ce que tu aimerais te marier avec une qui est vierge ou pas vierge? Et si elle n'est pas vierge, est-ce que tu peux te marier avec elle? Il me dit, non mais ça va pas. Si je l'aime, pourquoi je vais penser à une qui est vierge ou pas? C'est la même chose à la fin.
Tu comprends? Donc, et l'autre, il me dit, excuse-moi, mais moi, je me suis mariée avec une femme qui est divorcée, elle avait déjà 4 enfants, et maintenant, ensemble, on a 3 enfants. L'autre, il me dit, excuse-moi, lui, il était un peu en dehors de la plaque, il me disait, ok, c'est sûr, je vais me marier avec elle, parce que je l'aime, c'est la seule qui me comprend, mais je ne vais pas payer la même dot que celle qui était vierge. Je vais payer un peu moins. Je lui ai dit, ok, tu as tout à fait raison. Donc, la virginité, c'est un trésor, je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas contre, c'est pour ça j'ai demandé à toutes les filles qui sont vierges de se préserver. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais celles qui ne sont pas vierges, la question n'est pas là. C'est que si je ne suis pas vierge, ça ne veut pas dire que je ne peux pas me marier. Impossible. Je suis désolée, je peux me marier. C'est ça que je voulais te dire. Excellent débat, les niveaux sont rouges là. Chaud. On a du léger retard, quelques problèmes techniques, on essaiera de passer assez rapidement. Les 2 autres candidats sont M. Ali Mohamed Othman et Mademoiselle Habiba. Mademoiselle Habiba et M. Ali Mohamed Othman. Alors, le sujet, c'est ériger le droit coutumier en constitution. M. Ali Mohamed Othman, il a la position contre et Mademoiselle Habiba la position pour. M. Ali Mohamed Othman commence. Plutôt bonsoir tout le monde. Ériger le droit coutumier dans la Constitution nationale. D'abord, qu'est-ce qu'est le droit coutumier? C'est un ensemble de lois et de règles qui régissent une communauté. Alors que notre Djibouti, qui est une république, est une nation constituée de plusieurs communautés. En termes de faisabilité, dans ma position qui est contre qui est contre intégrer le droit coutumier, mon premier argument, dans la faisabilité, c'est-à-dire soi-disant qu'on intègre les droits coutumiers dans la Constitution. Combien de temps faudra-t-il pour intégrer ces droits-là en Constitution? D'abord, les droits coutumiers sont pas écrits par rapport à la Constitution. Elles sont l'objet d'une culture d'oralité. Les Issa, qui ont le Harissa, et les Afa, qui ont le Mad'a, ont une culture d'oralité. Ces lois ne sont pas écrites contrairement à notre Constitution. Ces 2 langues-là, non développées à l'international, doivent être d'abord enseignées. Les étapes sont nombreuses pour arriver jusqu'à là. Ces langues doivent être enseignées à l'université, dans des universités. Il faut qu'il y ait des écoles spécialisées dans ce domaine-là. Il faut qu'il y ait des tribunaux claniques. Par conséquent, qu'est-ce que cela va ramener comme conséquence? Bien sûr, la disparition des magistrats ainsi que des avocats. Et l'avènement des OCAD et des Makabel. Donc, ceux-là obtiennent leur siège par héritage, contrairement aux avocats qui les obtiennent par mérite et suite à un enseignement dans des universités. Il y a aussi le paradoxe entre le Mad'a et le Harissa. Qu'est-ce que ce paradoxe provoque? Ils sont l'objet, le Harissa et le Mad'a sont l'objet de 2 cultures totalement différentes. On prend un exemple. Un crime. Une personne a tué tel. Que dit le Mad'a? Que dit le Harissa? Le Harissa dit, il y a ce qu'on appelle le mag en Somalie. Payer une somme pour sauver le criminel. On paye cette somme-là. La personne est sauvée. Pire encore, dans les Mad'a, une personne tuée, par vengeance, on doit tuer l'autre. Ou bien, il y a de l'extradition. C'est-à-dire que la personne doit quitter le territoire. L'un des 2. Dans les 2 cas, il n'y a aucun cas d'emprisonnement. C'est-à-dire que le criminel est libre. Si le criminel est libre, il y aura le développement des potentiels criminels. Parce que chaque personne possédant de l'argent pourra commettre des crimes,
dans le cas de Mad'a, si on applique le Mad'a dans la Constitution, c'est que le taux de criminalité va aussi augmenter. J'ai dans le temps, 3 minutes se sont écoulées. Alors le thème est un peu difficile, c'est vrai, c'est un thème nouveau. Je vais un peu rappeler aux participants. Les droits coutumiers, vous les avez. À Djibouti, il y en a deux essentiellement. Il y a un Moussouka qui était un peu épidermique, il dit le truc arabe. Oui, les Arabes, ils ont leur culture, leur tradition, mais comme Djibouti est le produit d'une société nomade, il y a deux valeurs traditionnelles dans l'arrière-pays qu'on utilise, les Mal'a et les Her. C'est par rapport à ça. Est-ce que les Mal'a et les Her peuvent devenir une constitution nationale? Nous, on en a une constitution d'inspiration, le résultat de l'action, mais avec des rajouts et progressivement avec le temps. Donc, Hayoua va défendre les pour, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les droits coutumiers en tant que constitution. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, le droit coutumier, c'est le droit qui est reposé sur la coutume. Et une constitution, c'est la loi fondamentale d'un État qui définit le droit et les libertés des citoyens. Donc, le sujet est, un droit reposé sur la coutume doit-il être érigé comme une loi fondamentale qui définit les droits et les libertés des citoyens? Eh bien oui, la Constitution britannique, elle est coutumière. La Constitution de la Nouvelle-Zélande, elle est coutumière. La Constitution d'Israël, elle est coutumière. Alors, je dirais, pourquoi pas? Au lieu de copier-coller une autre Constitution importée, il serait beaucoup mieux applicable que celle qui est conçue chez soi. Le droit coutumier est plus populaire parce qu'il est né du peuple lui-même, tandis que la Constitution est formulée par le gouvernement et imposée par eux. Donc, aussi, le droit coutumier, il est partagé collectivement par une communauté, par un peuple, par une tribu, un groupe ethnique ou religieux. Mais contrairement au droit écrit, l'application est entre les mains d'une autorité politique, c'est l'État. Donc, chers amis, ne serait pas facilement applicable que des droits nés par le peuple lui-même que des droits imposés par des gouvernants ou par les lois. Donc, préserver le droit coutumier peut s'avérer essentiel pour assurer la vitalité de la vie intellectuelle, culturelle et spirituelle du patrimoine du peuple. Le droit coutumier se compose d'un ensemble de coutumes comme d'usages qui sont acceptés comme des règles conduites obligatoires par le peuple. Il fait partie intégrante de leur mode de vie. Puisque le droit coutumier fait partie de leur mode de vie, pourquoi ne doit-il pas être érigé en constitution nationale? La constitution britannique est le coutumière, on a déjà dit. Donc, l'expression droit coutumier ne fait pas référence seulement à la constitution britannique, mais au monde entier, car dans tous les pays, si on étudie le système juridique, on trouve des traces de coutumes, car le droit actuel s'inspire à la coutume. Le Royaume-Uni, selon les successions des ministres, les affaires politiques et tout, sont régis selon le droit des coutumiers. Et donc, le droit coutumier donne aujourd'hui de la Royaume-Uni une image d'une belle démocratie. Dans la société traditionnelle, le droit coutumier tient une place importante. Le Her dans les communautés. Le temps s'est écoulé, désolé. Alors, ce serait bien que chaque candidat prend son téléphone pour gérer son chronomètre, le temps, parce qu'apparemment, vous voyez... Les candidats suivants, Idil et Mohamed Ali Gaddito. Le sujet est interdire le voile pour la sécurité nationale et les libertés individuelles. Mademoiselle Idil, alors à la position contre, M. Mohamed Ali Gaddito, elle défendra la position pour. M. Mohamed Ali Gaddito, à vous la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui sont à l'intérieur ou bien à l'extérieur, on vous salue par la salutation musulmane. Donc, mon sujet c'est interdire le port du voile pour la sécurité nationale et les libertés individuelles. D'abord, j'aimerais définir un peu les voiles. Parce
que de nos jours à Djibouti, on fait une confusion entre hijab et jilbab. C'est ce que nous on dit. Mais le voile, comment dirais-je, lorsqu'une fille porte une voile, cela ne veut pas dire qu'elle doit être couverte de tout son corps. L'islam aussi n'a pas dit cela. Moi, je n'ai jamais entendu. Il n'y a même pas de verset qui dit cela. Mais tout ce que je sais, un peu je fais, c'est que, comment dirais-je, si je parle d'interdire les voiles, c'est que le voile, il représente une menace pour la sécurité nationale. J'aimerais prendre un exemple, c'est dans un contexte du terrorisme international qui affecte récemment la République de Djibouti. On a l'exemple, j'aimerais prendre l'exemple, c'est l'exemple des chaumières, que tout le monde, les Djiboutiens et les Djiboutiens connaissent, c'est ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas si c'est un homme qui porte le voile, là. Je ne sais pas si c'est une femme, mais tout ce que je peux savoir, qu'il porte les voiles. Donc, cela est venu, comment dirais-je, lorsque notre président de la République a envoyé, comment dirais-je, les bataillons qu'on appelle les bataillons Hill au Somalie en disant que la mission de Djibouti, c'est-à-dire opération de paix en Somalie. Donc, cela a créé, comment dirais-je, un problème dans notre pays. Les Somaliens, les Shabab, je dirais pas les Somaliens, mais je dirais les Shabab, donc ils ont pris les habits, les voiles, tout en venant dans notre pays. Vous avez vu le résultat, les chaumières qu'on a eues. Je me concentrerai sur elles, parce que pour moi c'est une date inoubliable, le 24 mai 2014. Ce qui s'est passé, tous les Djiboutiens ne doivent pas oublier cela. Alors, ici, à fortiori, le voile, comment dirais-je, il va créer le bavure sur la scène nationale. Et alors, j'aimerais dire à nos chères sœurs là, je ne suis pas contre qu'elles portent des voiles, mais il faut qu'on voit, comment dirais-je, leur visage. Leur visage doit être couvert. Moi, je ne suis pas contre, comme exemple, on a ici Mander, prenons l'exemple de Mander. L'exemple de Mander, je ne suis pas contre qu'elle se met comme ça, mais je suis contre. Qui me garantit, exemple, prenons l'exemple, j'achète quelque chose. Bonsoir. Merci de m'avoir rappelé la date de l'attentat. Je sais que c'était mai 2014, mais je ne savais pas que c'était le 24. Heureusement, un Djiboutien n'est pas décédé à l'intérieur. Je vais expliquer le thème en trois parties. D'abord, te rappeler que dans même le Coran, c'est même pas inscrit de cacher le Coran. Je te prends comme exemple Surat Al-Azhab, le verset 59. Dieu dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes, aux croyants, de ramener sur elles leur voile. Elles ne seront pas reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cela le prouve. Même ce qui est dit dans ce Coran, c'est qu'elles seront respectées. En l'occurrence, ne proliférer de la confiance, de la sérénité et de la sécurité et du bien-être. En effet, il y a eu une conférence l'année dernière, le 16 juin, avec le scientologue Tariq Ramadan. J'espère que tu le connais. Il a dit, une femme portant une voile, étant donné qu'elle est musulmane, ça veut dire qu'elle est pieuse. Ça veut dire que cette femme est une femme pratiquante, sachant que notre religion n'accepte pas la violence. Ce que je veux t'expliquer ici, ce qu'il a dit dans ce thème, étant donné que le thème qu'il proposait était la question du voile, était enlever le voile à une femme, c'est l'amputer l'intimité, sachant que quand la femme a pris cette religion, elle l'a pas pris par hasard, mais avec le cœur. Ça veut dire que cette femme a pris la voile avec fierté, pas dans la contrainte. Je vais reprendre l'exemple que tu as pris, Mander. Je peux lui poser la question. Elle n'a pas pris la voile par contrainte, mais par liberté. Elle était libre de faire le choix. La religion est composée de liberté. Ce que je vais t'expliquer ici, l'insécurité.
Un clown, quand il vient dans un mariage ou un anniversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se maquille, il se déguise. Et pourquoi ça? C'est pour animer la galerie. Ils sont là pour animer la galerie. Mais est-ce que tu vas jurer et me prouver que l'homme et la femme qui sont exposés à la chaumière étaient des musulmans? Tu vas me le prouver? Qui se prouve qu'Al-Shabaab était des musulmans? Dans notre constitution, désolé, c'est-à-dire que avant même qu'il y ait eu le droit de l'homme et celui de la charte africaine, l'islam est la religion de notre État. Et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ça. Écoutez, j'adore votre discours. Pourquoi parler de sexe? Pour me parler de sexe, vous croyez pas que notre cœur ne peut pas être chronométré si on fait l'amour? Je crois pas. Comment nos parents nous ont eu? Vous êtes en train de me dire que le sexe dépend de l'amour. L'amour, ça vient tout ça après le mariage. Croyez-vous pas que si on se marie avec un homme que nos parents nous ont choisi, ça nous évitera plein de choses? Cette mondialisation dont vous me parlez, ça a entraîné plein de vagabondage. Par ailleurs, je suis désolée, j'ai 23 ans, je suis assez mûre pour comprendre les choses. Si mon père vient me voir, qu'il soit plein aux as ou pas, et qu'il me dit j'ai un mec pour toi, je suis désolée, mais pourquoi courir dans les rues? Je l'accepte, et je sais qu'avec le temps, nos cœurs sera bien chronométré. J'aimerais t'expliquer quelque chose. Avant tout ça, il y a la religion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Croire en Dieu. Le prophète, non, le Coran, Dieu a dit dans son Coran, non, excuse-moi, faut pas jouer sur les versets. Donc ce terme-là, ça m'avait énormément touché moi quand je faisais le rapport, parce que j'avais compris que l'amour et ces bontés que Dieu parlait, c'est quelque chose que lui avait décidé qui devait venir après le mariage. Et je crois en Dieu, et je crois que lorsque Dieu fait bien les choses, il les fait très bien. Donc lorsqu'il nous a dit d'attendre et de choisir un homme selon les traditions coraniques, dans les préceptes musulmans, je crois qu'il a raison. Et beaucoup d'exemples existent aujourd'hui. Le taux de divorce en Europe, tu as fait les calculs, plus de 40% en 2014. Ça va pas, les jeunes ils sont fous, ils se marient maintenant, après hop ils divorcent. Tu sais pourquoi? Parce que maintenant le code de la famille, il regarde le côté individuel, il ne regarde pas le groupe. Tandis que le code de la famille musulmane, lui, il pense au groupe. Il dit que lorsqu'il y a un problème, il faut aller dans le fond du problème. Monsieur qui aime régler les problèmes, qui n'aime pas voir les conséquences, qui veut voir les causes. Moi, je te dis, les causes, c'est toujours arranger les choses. Comme ça, au moins, le taux de divorce baisse. Et je crois que la stabilité familiale dépend du mariage traditionnel. Et j'en suis énormément sûre. Les preuves, en fait, nos parents sont toujours mariés 40 ans, 50 ans. Et ceux d'aujourd'hui, même pas 3 ans, hop, ils divorcent. Pourquoi? Pour un truc banal. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se sont choisis. Il n'y a pas des parents qui vont leur dire de s'excuser. Parce que le parent, le mec, il ne le connaissait même pas. La fille, elle leur ramène, elle dit je l'aime, je suis fou de lui, patata, patati, ils se marient. Or qu'avant, le papa, il connaît la famille. La fille, elle connaît le père de le mec, sa famille. Donc s'il y a un problème, c'est les familles qui vont intervenir. Pourquoi ils vont intervenir? Parce qu'ils vont arranger les choses. Et je ne crois pas que monsieur va jouer sur une fille qu'il connaît. Donc je crois que le jour où tu te marieras, marie-toi avec une fille que tu connais. Sérieusement, tu n'as rien compris à ce que je dis. D'accord. Tu penses que le mariage est un mécanisme. C'est pas un mécanisme. C'est pas un bout de tuyau qu'on doit le mettre avec un moteur. C'est pas une voiture. C'est pas une voiture de mari. Le mariage, c'est entre... Bon, non merci. Le mariage, c'est un truc vraiment énorme. Un truc vraiment énorme, construit avec de l'amour. Et tu sais, on dit que l'amour naît avec de l'aventure, mais pas avec une aventure consentante, non consentante. Tu sais, tout acte ou tout engagement non consenti, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité en rigueur. Dieu a dit, Azza wa Jalla, je pardonne tout péché non consentante ou contrainte. Imaginez, je me suis fait braquer. On m'a dit, vole cette banque aujourd'hui. Je vais la voler. Après, j'y vais à la justice. Je me dis, j'étais sous la contrainte. C'était soit ma vie, soit braquer cette banque. Est-ce que tu penses que la juge allait me dire, ouais, tu vas en prison pendant 6 ans et tout? La vie est importante à tout le monde. À tout le monde. Moi, je te dis, la vie est importante. Tant que le mariage traditionnel existera, il n'y aura pas de liberté.
il n'y aura pas de liberté. Tu es en train de critiquer un choix. D'accord. Le choix, c'est quoi? Dans la vie, il y a un proverbe qui dit chaque grand homme, il y a toujours une femme. Et chaque grande femme, il y a toujours un homme. D'accord. Personne ne voudrait savoir que chaque grand homme, la femme qui soit derrière, soit un énigme. Est-ce que tu voudrais que le mec qui soit derrière toi soit un énigme? Ou est-ce qu'elle voudrait que Madame Aïcha, le mec qui soit derrière lui, soit un énigme? Non, elle ne pourra pas avancer. Elle ne pourra pas avancer. Excuse-moi. Le mariage traditionnel est sûrement une perte de mentalité psychique. Comme je te dis, on se marie sans consentement, sans alchimie mentale. Qu'est-ce qui se passe? La vraie révélation de chacun, l'homme fort, impuissant, la femme soumission. Qu'est-ce qui arrive? Le divorce prématuré. Qu'est-ce qui arrive? Le battement. La femme, elle est battue. Est-ce que tu voudrais ça? Est-ce que tu voudrais ça dans ta vie? Est-ce que tu voudrais que ton père te suggère un mec dont tu l'as même pas vu? C'est quoi la différence entre une fille qui vient de rencontrer un mec, qui se marie avec lui et qui rentre du jour au lendemain chez lui, ou la femme au trottoir? C'est quoi la différence? Elle vient de le rencontrer comme l'autre aussi. C'est quoi la différence, dis-moi? Tu ne peux pas critiquer le choix, tu ne peux pas critiquer la liberté des personnes. C'est impossible. Chaque personne a une liberté de choisir qui il veut, d'aimer qui il veut, de détester qui il veut. Et tu sais quoi? Quand un homme prend une responsabilité envers une femme consentante, il a toujours le respect pour elle. Mais quand il ne la respecte pas sans consentement, il n'y a rien. Il a pu regagner la place, Kadiga. On applaudit, bon sang. Trop serré, hein? Alors, le thème qu'ils vont traiter, c'est un thème politique. Le sujet est le suivant: la démocratie, le meilleur régime. Pour M. Ali Mohamed Ali, sa position, c'est pour, et Mademoiselle Abiane, contre. Ali Mohamed Ali a la parole. Bonsoir. Tout d'abord, je vais commencer par la définition. Comme vous le savez tous, la démocratie est un mot provenant d'un autre mot grec qui veut dire pouvoir au peuple. La démocratie est née au 5e siècle avant Jésus-Christ dans la Grèce antique et n'a cessé d'évoluer, non pas sans violence parce qu'il a fallu la révolution, il a fallu qu'il y ait du sang pour que ce système voie le jour. La démocratie est un système politique dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens. Tout citoyen exprime son avis, sa vision, sa vision dans laquelle il peut faire partie. Il peut exprimer son avis et sa vision en faisant partie des partis politiques ou à des associations ou à des syndicats pour faire valoir ses idées. Il y a aussi les bienfaits de la démocratie. Le peuple est libre, il décide et arbitre entre les politiciens qui lui rendent compte en prenant en considération ses attentes et ses volontés. Si le peuple n'a pas été écouté et que ses revendications n'ont pas été prises en compte, il a les moyens de sanctionner les politiques pendant les élections, qui est la véritable occasion pour le peuple de se faire entendre. Mais cela n'est pas du tout possible en dictature. En démocratie, on trouve la transparence. Les élus, les dirigeants politiques doivent rendre en considération le peuple, par les actes promis. Et le peuple, lui, a le droit d'apprécier les décisions politiques prises par les dirigeants. Il y a aussi l'écoute et le débat. Les partis politiques opposés, dans les partis politiques opposés, il y a toujours des malentendus entre le peuple, entre le peuple et aussi le gouvernement. Mais dans la démocratie, il y a toujours des moyens de se parler et s'écouter, d'échanger ce qu'ils ont à se dire.
Il y a plusieurs moyens aussi. Il y a les journaux, la télévision, la radio, les livres et Internet. Merci Ali Mohamed Ali. Alors, un petit rappel important. J'aimerais que vous ovationniez Ali. Ali, c'est le plus jeune candidat du concours. Il a 16 ans. Il n'est même pas battu. C'est ça, non? Tu as 16 ans? Voilà. Tout d'abord, je voulais encourager mon ami. Parce qu'à son âge, moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il a fait. Hein. Vraiment. Même si je suis plus âgée que lui, 2 ans de plus, ben, moi aussi, j'ai la trouille. Hein. Vraiment, j'ai la trouille. Donc, j'ai saisi quelques principes de ce que tu as dit. Mais je voudrais redonner la définition claire de la démocratie. C'est vrai, la démocratie, c'est une grande valeur. La démocratie est l'ensemble de droits et de devoirs qui mettent l'application des hommes afin de vivre en harmonie. Tu vois? Mais cette valeur, cette harmonie, par exemple dans nos vies quotidiennes, est-ce qu'on pourrait être toujours comblé? Non, on ne peut pas être toujours comblé. Est-ce que tu as été toujours comblé? Est-ce que tes parents ont toujours fait du bien pour toi? T'ont toujours comblé? Non, tu ne peux pas être toujours comblé parce que l'être humain, il a beaucoup de besoins. Et ces besoins, personne du tout. Ouais, c'est vrai, on peut accomplir certains de ces besoins, mais bon, pas tout. Tu vois? Donc, ce que je tiens à dire, c'est que la démocratie et ses représentants, la démocratie et ses représentants, ils disent quoi? La démocratie, c'est la liberté. Elle incarne la liberté, la droiture. Mais est-ce que vraiment, est-ce que donner la liberté à tout le monde, c'est donner la liberté vraiment? Est-ce que donner la liberté, par exemple, à toi, par exemple, te donner la liberté? Quand je te donne la liberté de faire tout ce que tu as envie, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Tu vois, il n'y a pas de limite. Tu fais ce que tu as à faire, voilà. Tu penses pas à ce que tu vas faire. Tu fais tout ce que tu veux. Mais la démocratie, c'est donner justement des libertés. Mais c'est pas vraiment donner des libertés limitées. On peut pas dire que c'est le meilleur régime. On peut pas le dire. Parce que on peut pas combler toutes les volontés de chaque citoyen. On peut pas. Voilà. Je voulais dire que quand un pays est démocrate, est-ce qu'on doit dire qu'il se nourrit qu'il se nourrit d'une image éphémère? Parce que la démocratie, c'est une vision éphémère dans le monde entier. Alors, j'aimerais vraiment féliciter le secrétaire d'État à la jeunesse, M. Badoul Hassan Badoul. C'est une idée chère à lui. Le débat, c'est quelque chose qui manquait. Parce que étant des sens à tradition nomade et descendants de nomades, tout ce que nous maîtrisons bien, c'est le verbe. Nous sommes des orateurs nés et innés. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Yab yabe, yabbabe, tibami yabte. La parole créatrice m'a fait et a fait mon père. Qu'est-ce que le silence a fait? Alors, je vais juste donner la parole au ministre pour encourager les candidats, pour vous encourager. Voilà, un message d'encouragement. Il sera là d'ailleurs en demi-finale, Inch'Allah. Nous avons une proposition que nous avons improvisée aujourd'hui. Nous allons lui soumettre. Et c'est quelqu'un de très gentil, hein? Je le connais bien, c'est un ami de longue date. Très pointu, au point de s'énerver.
mais il ne faut pas perdre son calme. Avant tout, je remercie tous les participants qui se sont prêtés à ce jeu, même si c'est un jeu très très instructif. Je remercie le jury ici présent, que vous connaissez, également Charlie. L'essentiel du débat, c'est que nous avons voulu donner à la jeunesse une fenêtre, une ouverture, afin qu'elle puisse s'exprimer sur tous les sujets qui peuvent l'intéresser. Pourquoi? Parce que quand on en parle, on trouve toujours des solutions aux problèmes, petits ou grands soient-ils. Et c'est une première aujourd'hui, donc d'autres vont suivre, Inch'Allah. En tout cas, tout ce que je peux vous dire à l'instant, c'est que j'espère qu'au moins nous aurons le meilleur orateur sera celui qui aura vraiment fait en sorte à ce qu'on puisse adhérer à ces idées et que ces idées soient des idées positives et constructives qui puissent permettre à votre pays de pouvoir aller de l'avant. Il ne faut pas oublier que parmi les jeunes qui sont ici aujourd'hui, les futurs ministres ou les futurs présidents, ce seront certainement vous, et encore plus ceux qui savent le mieux parler, parce que il est important de convaincre son prochain. Comme le disait un auteur que j'oublie, dont j'ai oublié le nom, vaincre n'est pas convaincre, mais convaincre c'est vaincre. Je vous remercie. Alors, nous allons donner au ministre l'occasion d'assister au chaud débat. Alors, je donne la parole au porte-parole du jury, en l'occurrence M. Fatih Oumed Hassan. Bon, nous appelons les candidats suivants, M. Abakari et M. Sarraye. Le thème qu'ils auront à traiter porte sur la femme et le sujet est le suivant. Le code de la famille a changé la condition féminine. Pour M. Abakari, ce sera la position pour, M. Sarraye contre. M. Abakari commence. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je crois que le thème est très intéressant et le sujet est très sensible dans notre société. C'est pourquoi il a été chargé, c'est pourquoi il a été fait débat dans le Parlement, dans les Mabraz et dans tous les bisques qui circulent dans la République de Djibouti depuis 2000 et notamment depuis 2010. Donc je crois qu'il faut être aveugle pour ne pas voir ce que la Code de la famille a permis dans notre société. Parce qu'elle est le fruit des trois filiations, des trois domaines qui est la base de notre société. Elle est le fruit du domaine de la religion, du domaine des traditions, des mères traditionnelles et à savoir de la loi universelle qui est connue par toute l'humanité. La Code de la famille a brisé la silence dont étaient victimes nos mères, nos sœurs, nos chers compatriotes. La Code de la famille, elle a mis fin aux violences, surtout morales, physiques, verbales, et etc., dont nos mères et nos sœurs souffraient. Pourquoi? Parce que tout simplement, nos mères subissaient pas mal de violences. Surtout, la violence verbale était incontable. La violence morale, je n'en passe, parce qu'il y avait des femmes djiboutiennes qui ont donné naissance à des bébés djiboutiennes qui sont devenus les futurs présidents, les noyaux qui ont bâti pour ce pays. Et cette femme qui a donné tant d'énergie à cet enfant souffrait elle-même des traumatismes moraux, qui était un handicap majeur pour transmettre à son fils, transmettre une morale universelle à son fils qui devrait être le futur de notre pays et qui consacrerait non seulement son énergie, son acquis en savoir-faire et en savoir-dire, mais aussi son sang pour son cher et unique patrie qui est la République de Djibouti.
Donc, la code de la famille, elle a mis fin aux abus sexuels. Il faut qu'on parle des abus sexuels parce que nos sociétés traditionnelles, en grande majorité, elles étaient basées, la femme n'avait pas sa place, n'avait pas son droit de parler ou de dire quoi que ce soit. Elle était victime des abus sexuels. Surtout quand nos arrière-grand-mères, heureusement que nos mères n'ont pas vécu cet instant, nos arrière-grand-mères allaient chercher des bois pour alimenter la foyer ou garder les troupeaux pour alimenter la foyer. Elle était victime de viols des deux côtés, de la tribu Issa, de la tribu somalienne plutôt, et de la tribu Afar. Et la loi, et personne n'en parlait. Il fallait qu'un cheptel soit perdu pour qu'il y ait la guerre ou qu'il y ait quoi que ce soit, mais il fallait que 100 femmes soient violées pour n'en pas parler. Et la code de la famille a mis fin à cette théorie, à cette histoire tragique. Et je lève chapeau à toute l'équipe qui a fait en sorte que la code de la famille voit le jour, surtout aux ulama de notre pays, aux chefs traditionnels. Bonsoir tout d'abord. Monsieur Abakari, vos informations étaient très fructueuses, bien sûr. Mais vous avez parlé du code de la famille, a-t-il changé pour autant la condition féminine à Djibouti? Pourquoi? Bon nombre de ce monde ne savent pas ce que ça veut dire un code familial. Vous n'avez même pas expliqué les termes clés. Pardon, j'ai fourbi mon humeur. Mais un code, c'est un ensemble de lois et d'articles qui regroupent les lois concernant la famille. Oui, un grand pas a été franchi avec le code familial, mais toutefois, il se trouve que de jeunes femmes et de jeunes filles sont victimes de violences. Le MGF, quoi? Les femmes des zones rurales qui ne sont pas instruites emmènent leurs filles excisées. Viens ma petite, je vais t'emmener t'exciser pour que tu aies une humeur plus pure amplement aux yeux de ton futur richissime mari qui est plein aux as, riche dignitaire. Mais quoi? C'est de l'analphabétisation? Non monsieur, le code n'a rien fait pour la famille. En aucun cas et en aucune façon, les femmes sont victimes de discrimination sexuelle. Par exemple, pourquoi une jeune femme, pourquoi une mère, à moins qu'elle est sociopathe, emmène sa petite fille, viens chérie, je vais t'emmener s'exciter. À part qu'elle aime la vue du sang, mon Dieu, quelle souffrance elle subit. Sa fille, elle perd du sang. Waouh, le sang, il est d'un rouge vif. Ah bon, monsieur, là, redescendez sur la réalité, monsieur. Oui, dans les statuts sociaux, le statut de la femme sociale reste encore défavorable. Par exemple, les tâches ménagères. C'est la femme qui s'occupe de toi à la maison. Monsieur, il rentre. Il n'a rien à s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué avec ses affaires. Elle aussi, elle est fatiguée, exténuée, plus que lui, à élever ses enfants, à les nourrir, à les prendre en charge, à penser à leur avenir. Moi, par exemple, j'aide ma mère. Je sais faire la cuisine, le repâchage, le lavage. Pour information, je ne suis pas efféminée. Je ne suis pas efféminée. Donc, ma mère, elle dit à ses voisines, mon fils Saré n'est pas, le terme est propre utilisé, il n'est pas un homme à tout faire, mais un homme à l'état pur. Alhamdoulilah que j'ai un fils comme Saré. Alhamdoulilah. Voilà, monsieur. On devrait, les femmes, la situation sociale des femmes est très, très, très déplorable. J'en souffre, je suis conscient. La plupart de nos adolescentes djiboutiennes souffrent d'une vulnérabilité grandissante. Monsieur, redescendez sur terre. Il faut un changement avec un C majuscule, pas n'importe quel changement, significatif. Alors, nous appelons les candidats suivants, Monsieur Hamad Molo et Mademoiselle Mander. Un G. Mander avec un G. Mademoiselle Mander, je crois que j'ai un peu noté ce que vous avez dit. Donc vous avez parlé de l'islam d'abord. Vous avez dit que vous êtes fier d'avoir été. Aussi, je suis fier. Je viens de 3 jours, ça fait même pas une semaine que j'étais au rouge. Moi aussi, je suis croyant, mademoiselle. Mais ça m'empêche pas de défendre, de dire que privatiser les institutions publiques, ça serait mieux pour nous tous. Pour toi, pour moi et pour les autres. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on privatise, il y a la concurrence. Et quand il y a la concurrence, quand 2 personnes... Donc, tu es au lycée, n'est-ce pas? Donc, excuse-moi, mais il y a une femme de beignet, n'est-ce pas? La vendeuse de beignets. Donc, il n'y a pas une deuxième? Toi, tu as une mamie, n'est-ce pas? Une que tu pars tout le temps voir. Donc, si jamais tu pars voir une autre, celle-là va se poser une question. Elle va se dire, pourquoi elle est partie?
peut-être que le service n'est pas bien. Peut-être qu'il y a un peu d'huile dans le beignet. Donc, le deuxième jour, elle va faire en sorte de préparer du bon beignet. Tu vois? Donc, c'est pour cela. Imagine que l'électricité, le Djibouti Telecom et l'électricité, ils ont des failles. Et si on privatise, il y a une autre entre opérateurs qui vont venir s'installer. Ils vont se dire qu'il y aura une perte de clients. Pour cela, ils vont faire tout pour ne pas perdre leurs clients. Et il y a un autre problème, un deuxième problème que je vais mentionner. Dans les administrations publiques, on voit la montée de la corruption, mademoiselle. Tu es le cousin du directeur, chez toi, tu as l'électricité gratuite. Et c'est toi qui as plus de moyens de payer. Alors que toi, tu es un chef de service ou un directeur de la police, donc tu as les moyens de payer, mais tu ne payes pas. Tu profites de ça. Alors qu'un pauvre, c'est lui qui prend 50 ou 30, 40 000. Lui, il est forcé de payer. Pourquoi l'autre, il doit dormir tranquille sur le dos du pauvre? Tu crois que ça, c'est juste? C'est parce que l'institution, elle est publique. Si elle était privée, il n'y aurait dû pas avoir ce genre de choses, ce genre de fraude. En plus, c'est celui qui a l'électricité gratuite. Il y a 5 climatiseurs. Il y a combien de frigos. Alors que l'autre, alors que le pauvre, celui qui prend 40 000 et qui est obligé de payer les DD, il achète des glaces 10 francs chez un voisin. Tu vois le problème? Quand on privatise, il n'y aura pas ce genre de problème. Si on privatise, il y aura les contrôles. Vous venez de me dire que, il y a, même si que, vous avez pris l'exemple de DDD. Donc, le problème c'est que, non, pas des DD, mais vous avez pris l'exemple des Coca-Cola. Vous savez le problème? C'est que le problème c'est aussi à l'État. Parce que l'État doit faire des contrôles. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent tous les 2 semaines, tous les mois pour contrôler si le produit il est bien fait ou pas. Et l'État il doit prendre quoi? Elle doit protéger la population, c'est pour ça. Monsieur, vous avez parlé de beignets et tout. Moi, je ne consomme pas le beignet parce qu'il y a des drosses. Et si je consomme des drosses, après, je ne pourrai plus courir en épaisse. Du coup, je fais attention. Et ensuite, vous avez parlé de la concurrence. La concurrence, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises à Djibouti. Le peu qu'on a, il faut les préserver, mon frère. Sinon, est-ce que tu connais une autre entreprise à Djibouti qui fournit du courant? Est-ce que tu connais une autre entreprise à Djibouti qui fournit de l'eau, comme l'ONET? Non, je crois pas. Si on privatise l'ONET, la moitié, et il faut savoir si on privatise une entreprise, comme vous l'avez dit, cette entreprise, elle va employer des gens de sa famille. Le gérant, il va employer des gens de sa famille. D'où il y aura des licenciements. Il va licencier des jeunes. Et les jeunes à Djibouti qui travaillent dur à l'école, qui ont des masters, qui viennent proposer. Le monsieur lui demande, la première question qu'il demande, le monsieur qui a privatisé cette entreprise, c'est tu es de quelle tribu? Il faut voir ça. Mais il faut savoir une chose, que si on garde cette entreprise publique, elle souvient aux intérêts de notre pays. Et si on privatise, il y a un deuxième champ un deuxième acteur. Si l'État donne à une entreprise privée, donne à des gens pour privatiser cette entreprise, il y aura un autre facteur. Les gérants de cette entreprise feront tout ce qu'ils veulent. Et l'État sera vu comme un État feignant. La population va souffrir. Il y aura le taux du courant, le taux de l'eau va augmenter. Et l'État et la population va se demander, mais qu'est-ce que fout notre État? Il sera vu comme un État feignant. Et aux yeux des autres pays qui financent la République de Djibouti pour sortir de la pauvreté, ils diront à quel est le taux de chômage. On finance, on vous aide à sortir de la pauvreté, et vous, votre taux de chômage, elle augmente de plus en plus. Ça se comprend pas, mon frère. Alors je garde ma position, il faut pas privatiser, il faut les garder publics. Bonsoir, je remercie le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport qui s'est présenté par surprise ce soir. Et je remercie premièrement pour ce concours qu'elle a organisé parce que c'est un concours que je toujours voulu participer. Donc je passe au sujet très intéressant. Est-ce qu'on doit autoriser l'interruption volontaire de la grossesse à Djibouti, autrement dit l'UVG ou... Donc si je passe à mes arguments qui sont franchement des arguments bien organisés et aussi nombreux. Par exemple, je passe aux principaux arguments.
Premièrement, pourquoi on doit organiser à Djibouti, pourquoi on doit autoriser à ce que la fille doit avorter. Premièrement, première chose, le risque de mettre la santé d'une mère en danger. Si, après les analyses et toutes les recherches de médecine que font le docteur, si cette femme est jugée qu'à la portée de ses enfants, elle ne peut pas accoucher normalement, elle peut avoir des problèmes sanitaires qui peuvent mettre ses enfants, ses bébés qui viennent au monde en danger, alors est-ce qu'il vaut mieux donner la favori à cette femme qui existe dans ce monde et qui a beaucoup donné dans ce monde, ou ces bébés qu'on ne sait même pas si c'est une mère, qu'on sacrifie la mère et que lui il vient au monde, il sert en bonne santé. Bon, premier argument, je dois dire, on doit autoriser l'avortement parce que c'est un premier argument si elle met la santé de la mère en danger. Premièrement, je m'adresse à mon adversaire directement. Mon deuxième argument, mon adversaire, qu'est-ce que vous pensez qu'une jeune fille âgée de 15 ans tombe enceinte au jour lendemain, elle habite au fond de Belbela, d'un père qui ne travaille pas, une mère aussi, qu'on ne sait pas les conditions familiales, les conditions qu'il vit avec vous, elle tombe enceinte dès le lendemain. Est-ce que vous pensez, vous dites, elle peut accoucher normalement, mais est-ce que vous avez pensé essentiellement sur la vie de l'enfant de l'après? Est-ce que ces enfants, on peut assurer la sécurité sanitaire, on peut assurer la sécurité alimentaire, on peut assurer son éducation? Ce qui est pour moi une mission impossible. Bon, bonsoir. Mon cher adversaire a donné ses arguments sur la thèse. J'aimerais dire sur ce qu'il a dit sur sa dernière argumentation. Est-ce qu'elle peut alimenter, saniter l'enfant? Dieu, Adja Ta'ala, dans son Coran, il a dit, ne tuez pas vos enfants, crainte de la pauvreté, car ce n'est pas nous qui nourrissons nos enfants, c'est Dieu qui les nourrit. Et nous, on ne peut pas les nourrir. Et Allah Ta'ala, il n'a pas besoin de savoir si c'est le fils d'un président ou d'un fils d'un beau lieu de Balbala. Il le nourrit seulement parce que c'est son esclave, c'est lui qui l'a créé. J'aimerais dire parce qu'aujourd'hui à Djibouti, l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de la grossesse, ne doit pas être faite parce que cette interruption peut provoquer plusieurs causes. Primo, elle peut causer quoi? Sanitairement à la mère. L'autre semaine de l'IVG, c'est-à-dire après la semaine de l'avortation, après la semaine de l'interruption volontaire, sont souvent suivies de différentes complications très graves qui peuvent affecter les filles. C'est-à-dire il y a des hémorragies. La fille, elle voit des sangs qui coulent sans qu'elle est en règle. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a aussi les infections provoquées par les médicaments. On te donne un comprimé pour que tu avortes et ce comprimé peut provoquer d'autres dégâts sur ton santé. Imagine, mets-toi à la place d'une fille qui est tombée enceinte, elle peut accoucher normalement et que Dieu peut nourrir son enfant et qu'un comprimé peut détruire sa vie, celui de son enfant ainsi que celui de ses prochains enfants. Une femme ayant eu une avortation, c'est-à-dire ayant interrompu la grossesse de son enfant, elle aura un problème à accoucher la prochaine fois. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas accoucher facilement, normalement, comme une femme qui a accouché à la première fois et à la deuxième fois. Socialement, regardez la République de Djibouti. On est combien? On est 800 000 habitants. Regardez à Singapour, dans une surface de 3000 km², il y a 3 millions d'habitants. On doit être nombreux, on ne doit pas tuer nos enfants. Parce qu'un pays nombreux, c'est un pays économiquement avancé. La Chine, maintenant, elle est en train de dépasser la Japon. Elle a même dépassé la Japon. Tout ça grâce à la marché de son population. Un pays peuplé, un pays comme Djibouti, dont la population est faible, et que la sanité et que la santé de l'enfant est propre, ne doit pas autoriser l'IVG, l'interruption volontaire de la grossesse. Je vous donne la parole. Bon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a passé 3 soirées très palpitantes, très intéressantes. Et grâce à Dieu, personnellement, pour avoir fait la présélection, étant passé dans tous les CDC de la capitale, ceux de région,
dans un petit compte-rendu, j'avais mis qu'on a eu affaire à un océan de médiocrité. Il y avait quelques perles rares. Et les perles rares qu'on a pu ramener jusqu'aux qualifications, que ce soit la 16e, 8e des finales, pour moi, ce sont des perles qui resteront gravées dans ma mémoire. Parce que ces perles me donnent l'espoir que, en République de Djibouti, il y a des jeunes gens, des jeunes filles, quel que soit le thème qu'on leur propose, pourront le défendre d'une manière ou d'une autre, pour en convaincre un public, pour en dire des choses à un auditoire et s'exprimer de la plus belle manière. Ceci étant dit, nous allons procéder au tirage au sort des quarts des finales qui auront lieu demain soir à la même adresse dans cette salle. Et je demanderai à ceux qui ne sont pas qualifiés pour les quarts des finales viennent supporter leurs camarades qui poursuivent leur chemin. Et ceci jusqu'à la finale. Ceci étant dit, on va procéder au tirage au sort des les résultats. Ça, c'est l'émotion et la fatigue. Hein, l'émotion et la fatigue. Voilà. Parce qu'on a commencé le 15 et c'était un marathon. Ça nous faisait des journées de 10 heures, de 8 heures du matin, jusqu'à 22 heures. Bon, les noms des qualifiés. C'est Monsieur Hamad Malo, Mademoiselle Moussouka, Monsieur Abbakari, Monsieur Nagaye, Monsieur Ali Mohamed Othman, Mademoiselle Idil, Mademoiselle Abian et Monsieur Ali Kamil Dabaïta. On applaudit. Voilà, moi, personnellement, je vais regretter Abdek, je vais regretter Khadija, je vais regretter Sareye. Ah putain, je vais te regretter vraiment. Je t'aime bien beaucoup. Hein? Donc, on reste fair play, favori, d'accord? C'est le tirage, c'est ça le jeu. Personne ne sait qui gagnera, qui perdra. D'accord? C'est pas nos choix qui comptent. Souvent, ouais, non? Chacun. Moi, je voulais que le Barça gagne, mais on nous a battus. C'est comme ça. On peut pas. C'est ça la vie. Il faut accepter les revers. Maintenant, je replace la parole. Je redonne la parole à M. Fatri. Bon, le tirage au sort des candidats qui s'opposeront dans le cadre des quarts des finales. Tirage au sort fait par. Tu t'appelles comment? Saïd Mohamed Ali. Deux. Tu prends deux. Alors.
je reprends. Juste un petit retour en arrière. Les scores entre Sareye et Abakari, ça a été juste d'une différence d'un seul point. Un seul point qui a fait la... Comme Abdek est d'un seul point, d'accord? Donc c'était vraiment serré, trop très serré. La plupart des candidats, c'était 1 ou 2 points de différence. D'accord? Bien, nous avons le résultat de quart de finale. Pour le thème maintenant, pour les thèmes. Alors, nous allons faire les tirages pour les thèmes. Alors, groupe 1, premier match, voilà. Entre Ali Mohamed Otban et Ali Dabaïta Kamil, ils auront le thème de la nationalisation du bac. Tu voulais ces sujets? Alors, entre Moussouka et Malo, économie, un atout pour les pays, l'immigration clandestine, un atout pour les pays, thème santé, Idil et Abian. Le dépistage du VIH-Sida avant le mariage. Le dépistage du VIH-Sida avant le mariage. Si tu veux m'épouser, prends, dépiste-toi. Oh, c'est une meilleure déclaration d'amour. Et enfin, le dernier sujet. Monsieur Abdisso, le dernier sujet, entre Bakari et Nagaye, l'habitat, les logements sociaux, une solution contre la crise immobilière. Là, j'aimerais que quelqu'un défonce. Oui. Maintenant, on va faire les tirages. Tu écris pour et contre, tu mets dans le truc, il va tirer un truc. Une solution contre la crise immobilière.